Bonjour Valère Correa, bienvenue. Vous êtes le fondateur de l'Info Durable, chroniqueur sur France Info et France Inter. Vous publiez aux éditions Marabout ces 25 idées reçues sur l'écologie à déconstruire de toute urgence. Ça tombe bien, on est là pour ça aussi dans cette émission. Pourquoi est-ce que c'est urgent? Tiens, on peut peut-être démarrer là-dessus parce qu'il y a de ces rapports du GIEC qui nous alertent année après année, voire 2 fois par an, et qui parfois, le dernier, il est passé quasiment inaperçu. Alors certes, il y a d'autres éléments dans l'actualité, mais c'est ça l'urgence tout simplement, qu'il faut commencer par rappeler. Il y a une urgence écologique au sens large, ça on le sait tous. Après, je pense aussi qu'il y a une urgence à arrêter de se faire manipuler. On se fait, en fait, on essaye de construire des propositions qui sont avérées, qui sont sérieuses, qui sont factuelles. Moi, c'est mon boulot, je suis journaliste, donc je ne suis pas dans l'opinion, je ne suis pas un militant de l'écologie, j'essaie d'avoir une approche qui est factuelle, et on se fait démonter cette approche très régulièrement par des lobbies économiques, politiques, par parfois des gens qui sont peut-être un peu de mauvaise foi ou un peu fainéants, et nous on essaye de remonter un peu le cours de la rivière à l'envers, vous voyez, comme des centaines de milliers, voire des millions de gens. Et je trouvais que c'était vraiment important de faire mon job sur ce sujet et de dire arrêtons de se faire bananer sur certaines questions, voilà la vérité. Et puisque je parlais du GIEC, il y a l'une des idées reçues. Le GIEC est un organisme politique. Comment vous contrez ça? C'est facile, en fait, d'abord, c'est très facile de trouver cette affirmation-là, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont le lieu de la désinhibition intellectuelle absolue, n'est-ce pas? Mais qui portent néanmoins des idées. Et qui, pour certains, sont les lieux d'information prioritaires. Donc, et notamment pour les plus jeunes. Bien sûr. Notamment pour les plus jeunes. Comment on le contre? D'abord, c'est extrêmement simple. C'est quand on a 200 scientifiques qui travaillent autour de 150 ou 200 pays, qui étudient 14 000 études scientifiques pour se faire un avis, déjà on voit mal comment on pourrait parler de politique. S'ils arrivent à tous se mettre d'accord, quand on voit là les bisbilles qu'il y a sur certains sujets où on est incapable de se mettre d'accord, on imagine bien que là c'est absolument impossible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le GIEC a une approche qui est scientifique, strictement scientifique. Et c'est notamment le cas, pourquoi? Parce que tous les pays membres du GIEC vont coécrire finalement le rapport final, notamment à l'intention des décideurs. Ça veut dire qu'on a autant la petite île qui risque de disparaître au milieu du Pacifique, la France, les États-Unis, la Chine, ils se mettent tous d'accord sur le texte final. Donc, ça n'est pas un message qui est politique, c'est un message qui est scientifique. C'est quoi l'idée reçue que vous rencontrez le plus souvent? Mais moi, j'en rencontre tout le temps. Je sais pas. Parce qu'en plus, comme vous portez ce discours-là, notamment à la radio, donc à chaque fois que vous arrivez quelque part, on vous dit « Ah, mais alors !» Alors, il y en a une qui est, je trouve, absolument terrible. Et en plus, elle est très... je la trouve dangereuse. C'est de confondre la météo et le climat. Oui, il faisait -3 ce matin, arrête de me parler de réchauffement, quoi. Exactement. Ou plus de degrés, on sortira plutôt en terrasse. La météo, c'est le ressenti à un instant T d'une température, du temps, la pluie, le vent, etc. Le climat, c'est un dérèglement mondial de la moyenne des températures sur la Terre et les océans. Et donc les conséquences ne sont pas les mêmes. Certes, le climat va pouvoir influer sur la météo, sauf que si on est à 2 degrés de dérèglement et donc de réchauffement climatique, c'est la trajectoire, on va plutôt même vers 2,7 degrés, c'est la disparition de 99% des coraux, c'est la montée des eaux, c'est des centaines de milliers de gens en précarité alimentaire en plus, c'est des réfugiés climatiques, c'est des événements extrêmes, et j'en passe, et j'en passe. Vous voyez, donc c'est tout à fait différent, 2 degrés en terrasse et 2 degrés de l'augmentation moyenne des températures sur la Terre. Et ça, c'est insupportable parce que les conséquences sont évidemment absolument dramatiques. J'ai picoré, on passe d'un thème à l'autre, et le livre est fait pour ça aussi. Sur l'électricité, vous dites l'électricité, enfin non, pas vous dites, mais l'une des idées reçues à combattre, l'électricité verte, ça n'existe pas, c'est une arnaque. Alors, en fait, vous faites de la pédagogie, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ça marche, l'électricité verte? Alors, d'abord, l'électricité qu'on a dans nos prises, c'est la même pour tout le monde. Le mix électrique, il arrive au final dans nos
reprise de courant. Ça, c'est une réalité. Oui. En revanche, l'électricité verte, c'est celle qui est produite à partir de l'eau, du soleil, des déchets, du vent, voilà. Donc, qui est finalement produite avec des ressources renouvelables, avec des modes de production renouvelables. Ça, c'est l'électricité verte. Oui. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas de possibilités de fabriquer de l'électricité dite verte. Oui. Et donc, on finit par dire, finalement, ça ne change pas grand-chose, quoi. Que j'adhère à une offre d'électricité verte ou pas, Oui. je ne vais pas forcément soutenir la transition énergétique. C'est pour ça que l'ADEME a sorti un label, d'ailleurs, qui s'appelle Vervolt, qui donne des niveaux d'engagement pour que le consommateur y voit plus clair. Et c'est quand même tout à fait différent de passer par un fournisseur d'électricité qui soutient des nouveaux moyens de production électrique renouvelables que de passer par un fournisseur d'électricité lambda. Oui. Mais est-ce que je suis sûr que l'électricité, si j'adhère à l'électricité verte, je suis sûr que l'électricité, comme vous dites, c'est le même mix, elle provient d'une source d'énergie verte et pas d'une centrale à charbon polonaise, quoi. Je caricature un peu, mais vous avez raison. Mais vous êtes sûr que la quantité d'électricité que vous allez consommer aura bien été produite en même quantité dans des conditions renouvelables. Ce n'est pas l'électricité que vous consommez à l'instant T. C'est bien ça. La mobilité, tiens, cette phrase alors moi aussi je l'ai souvent entendue, les voitures électriques polluent plus que les voitures thermiques. Ouais, ça c'est pareil, hein. C'est une idée reçue dans le sens où, certes, une voiture électrique, quand on regarde tout son cycle de vie, elle a un impact qui est non négligeable, et notamment, on le sait, la fabrication des batteries est un vrai sujet, social et environnemental. La question du recyclage aussi des batteries est un vrai sujet. L'électricité qu'on met dedans, c'est pas rien non plus, on le voit en ce moment, hein, même si nous on est plutôt nucléarisé, donc ça a un bon bilan carbone, mais il y a quand même des déchets dont on ne sait pas trop quoi faire. Cela dit, quand on le compare à un cycle de vie d'un véhicule thermique, eh bien, on se rend compte quand même que le véhicule électrique, sur l'ensemble du cycle de vie et son utilisation donc, est quand même plus sobre que le véhicule thermique. Mais ça, c'est une réalité scientifique. Vous savez, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, la transition écologique, c'est hyper complexe. Mobilité, c'est complexe. Énergie, c'est complexe. Les déchets, tout ça, c'est complexe. Et on essaye de dire, on fait un peu des yaka faucons, en se basant sur des socles hyper scientifiques, hyper techniques, hyper compliqués. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé modestement de faire, c'est de reclarifier un peu les choses. Mais il faut bien se dire que dans certains cas, on se fait vraiment arnaquer parce que, en fait, on nous met dans un espèce de brouillard et on ne sait plus très bien. Et c'est ça la maladie des idées reçues. C'est le cas, par exemple, sur l'éolien. C'est devenu très compliqué de trouver, c'est ce que j'allais vous dire, de trouver une prise de position assez neutre, circonstanciée sur l'éolien. Et à la fin, on n'y comprend plus rien, moi le premier, et au final, on se dit, au final c'est moche, puis ça sert à rien, c'est pas 3 pales qui vont régler le problème avec tout ce qu'on consomme, et passer, il n'y a rien à voir. Alors qu'en fait, dans certains cas, ça peut être des solutions intéressantes. Le problème, c'est que le message, il est brouillé par le politique, il est brouillé par les lobbies, et c'est ça, on se fait un peu manipuler. Est-ce qu'on a fait les choses à l'envers ? Je pense par exemple à l'éolien maritime. On est très très en retard en France, alors qu'on a des kilomètres et des kilomètres d'accès à la mer, évidemment. Les Anglais, par exemple, ils ont commencé par définir les zones où installer les éoliennes en mer, et puis c'est seulement après qu'ils ont lancer les appels d'offres pour les entreprises. Est-ce que vous diriez qu'on a fait les choses à l'envers en France ? Moi, je pense qu'on fait souvent les choses à l'envers, parce que, mais ça, c'est tous les gouvernements du monde, mais nous, on est un peu les champions là-dessus. On est dans du court-termisme, on est toujours à l'instant T, dans la réaction, plutôt que dans la vision, dans le programmatique. Et je pense que l'éolien, c'est le symptôme typiquement de cette vision très court-termiste de la politique. Et je vous pose la question parce que moi, votre livre m'a intéressé aussi parce que l'un des défis, c'est l'acceptabilité. De l'éolien ou de la future centrale nucléaire, puisque Emmanuel Macron, peut-être sera-t-il réélu, annonce la construction de 6 nouvelles centrales. Ça va prendre du temps, c'est pas pour tout de suite, mais il va bien falloir définir le lieu où on les installe. Ce syndrome NIMBY, là, not in my backyard, pas de ça chez moi, est-ce que c'est comment dire ça, le frein le plus difficile à lever pour la transition écologique ? Je pense que le frein le plus difficile à lever, justement, c'est la désinformation. Si les gens savent, et notamment s'ils prennent conscience de ce qui est, la situation dans laquelle on est, c'est que, moi, encore une fois, je ne fais pas de la politique, je regarde les faits. On est face à une urgence absolue, en disant que le vivant risque de s'effondrer, au sens large. Et nous, les premiers, la Terre continuera à vivre sans nous. Et donc, face à cette urgence, il faut savoir pour
se positionner et pour agir. Ça, c'est vraiment très modeste comme contribution. Voilà, c'est 25 idées reçues. Il pourrait y en avoir 2000 en réalité. Mais moi, j'invite les gens simplement à s'informer sérieusement. Et ça ne se fait pas forcément sur les réseaux sociaux, effectivement, ou à un comptoir. Ça peut être intéressant, mais il faut aller chercher des sources fiables. Tiens, j'en prends une dernière, au hasard. Hein. Allez-y. 21, manger local, ça coûte trop cher. Bah oui, mais ça, c'est une idée reçue aussi. C'est-à-dire que ce qui coûte, c'est du temps. Ce qu'on dit aussi sur le bio, d'ailleurs. Le bio, c'est plus cher. Ce qui est vrai, mais notamment quand on va en grande surface, si on mange local, on fait du circuit court, on réduit les intermédiaires. Donc, il y a moins de marge. Donc, on est sur un juste prix. On est plutôt dans les fruits et légumes de saison. On va manger un petit peu moins de viande parce qu'il n'y en a pas tout le temps. On ne va pas surconsommer. Au final, le panier moyen va s'équilibrer. Il va y avoir un système un peu de vase communicant. Et donc, c'est faux. Par contre, ça coûte un peu plus de temps. Maintenant, regardons combien de temps on passe derrière nos écrans ou derrière certaines activités peut-être un peu plus futiles. Et donc, on pourrait s'alimenter mieux sans forcément casser le porte-monnaie ou la tirelire. Et ben voilà, merci beaucoup Valère Coréard. 25 idées reçues sur l'écologie, je le remonte à déconstruire de toute urgence. Voilà, c'est publié aux éditions Marabout. Il faut avoir ça... sur sa table de chevet pour répondre à tous les climato-sceptiques qu'on peut croiser les uns et les autres. Allez, c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On va parler rénovation énergétique tout de suite.